Oui. Alors, bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, bonjour, je m'appelle Stéphanie Roussel et je suis maître de conférence à l'Université de Bordeaux, en France. Et voilà, ma spécialité, c'est l'enseignement de l'allemand, mais je suis aussi spécialiste en didactique des langues, toujours dans une perspective psychocognitiviste, c'est-à-dire que la psychologie cognitive me sert de levier pour comprendre la manière dont les gens apprennent des langues étrangères. Très bien. Est-ce que vous pouvez présenter votre ouvrage Mythes et réalité, l'apprentissage des langues en quelques mots? Oui, dans cet ouvrage, on s'est intéressé à plusieurs mythes qui circulent sur l'apprentissage des langues. On les a pris un par un. Je dis on parce que je n'ai pas écrit toute seule, j'ai écrit avec Daniel Gaona, qui est professeur émérite en psychologie cognitive et qui, pendant toute sa carrière, s'est intéressé à l'apprentissage des langues. Donc, on a pris des mythes qui circulent, comme il faut apprendre une langue le plus tôt possible, ou on apprend mieux avec des séries télévisées, ou avec les sous-titres, on est sûr de mieux apprendre les langues étrangères. Et on a fait le tour de la littérature scientifique qui traite de ces mythes et on a essayé de démêler le vrai du faux en donnant des exemples. Mhm. Voilà. Pourquoi avez-vous choisi d'écrire cet ouvrage en Alors très particulier? honnêtement, j'ai écrit cet ouvrage à la demande du directeur de collection. En fait, la collection Mythes et réalité, elle est dirigée par le professeur André Tricot, qui est aussi professeur en psychologie cognitive. Et il y a beaucoup d'ouvrages dans cette collection, comme Apprendre avec le numérique, Mythes et réalité, par exemple, Mhm. ou L'échec scolaire, Mythes et réalité. Et il m'a demandé si j'étais d'accord pour écrire celui sur l'apprentissage des langues. Et j'ai trouvé l'idée et le concept absolument génial. Mhm. Et voilà, du coup, on a écrit avec Daniel Gaonac à la demande du directeur de collection. Ça a pris combien de temps pour écrire cet ouvrage? Un an, je pense. Un an. Mhm. Oui. Ensuite, quel mythe est le plus omniprésent dans le monde de l'apprentissage des langues étrangères et pourquoi ce mythe est-il vrai ou absurde? Le mythe que je rencontre le plus au quotidien, c'est l'apprentissage avec les séries télé, parce que je croise beaucoup d'étudiants à l'université qui sont persuadés que en regardant Games of Thrones, ils vont bien sûr apprendre l'anglais mieux qu'en venant en cours. Et alors, c'est un mythe qui est particulièrement intéressant parce qu'il n'est pas tout à fait faux et pas tout à fait vrai, comme beaucoup de mythes. C'est-à-dire que quand on regarde des séries télé dans une langue étrangère, on peut avoir l'impression euh, qu'une magie va opérer, la magie de l'immersion, et donc on peut se laisser tenter par la facilité. Euh, on apprend bien une langue étrangère en regardant une série télé, si et seulement si on fait très attention à la manière dont les choses sont dites. Mhm. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où on regarde une série télé de manière passive, il ne se passe rien. Mais si on regarde une série télé en étant actif au point de vue cognitif, là, il peut se passer des choses. C'est-à-dire que si on se dit, ah tiens, il ou elle a dit ça comme ça, et ben la prochaine fois que je vais discuter avec telle et telle personne dans la langue étrangère, tiens, je vais essayer de réutiliser cette expression pour voir, pour tester. Eh bien, c'est le genre de petite stratégie comme ça, consciente et active, qui peut fonctionner quand on regarde une langue étrangère. Ensuite, les études montrent que les fans de séries télé qui apprennent les dialogues par cœur, qui communiquent sur Facebook dans des groupes de fans, donc qui écrivent sur les séries télé, euh, qui rejouent les répliques de leurs personnages préférés, eh bien, évidemment, progressent en langue étrangère. Ce qui veut dire que, voilà, ce que je disais au début, c'est-à-dire cette espèce d'activité cognitive qu'on peut avoir à partir d'une série télé, fonctionne pour l'apprentissage d'une langue. Est-ce Voilà, que donc c'est prendre des le... notes, par exemple, ça peut aider? Moi, je me rappelle quand j'étais en Angleterre pour approfondir, donc pour apprendre l'anglais, je regardais un film et je faisais des pauses et quand je comprenais pas un mot de vocabulaire, je l'écrivais et ensuite je cherchais la signification dans le dictionnaire. Est-ce que ça, c'est quelque chose d'efficace ou non? Oui, alors là, vous décrivez une stratégie qui est une stratégie que j'appelle active, c'est-à-dire que vous êtes consciente et que vous avez une attitude volontariste par rapport à l'apprentissage de la langue, par opposition à une attitude qu'on va qualifier de passive, où on a l'impression, parce qu'on prend du plaisir, qu'on apprend sans faire d'effort. En fait, le mythe qu'il y a derrière, c'est qu'on ne peut pas apprendre sans faire d'effort. Mhm. L'apprentissage sans faire d'effort, c'est valable pour la langue maternelle. Et encore, je pense que les enfants, quand ils apprennent leur langue maternelle, ils font quand même un gros effort. Un gros effort d'attention, de répéter ce que disent les parents, de leur faire répéter, de faire des fautes et de se faire corriger. Donc vous voyez que et l'apprentissage, il est long et l'immersion, l'exposition à la langue, elle est aussi très longue et très répétée.
Donc oui, prendre des notes, ça fait partie des stratégies actives, effectivement. Et c'est plutôt la stratégie qui vous convenait, donc c'était la bonne stratégie, on va dire ça comme ça. Ce qu'on peut dire aussi sur ce mythe, c'est que pour revenir au groupe de fans là, qui répètent les dialogues et qui s'expriment de manière très volontaire dans les groupes de fans, etc., dans les études qui ont observé ces gens qui apprennent les langues aussi avec les séries télé, ont constaté que elles, puisque ce sont des filles, s'exposent une dizaine d'heures par semaine. D'accord. C'est énorme. C'est énorme. C'est-à-dire 2 heures par soir sur 5 jours. Bon, alors, ça peut ne pas paraître énorme, mais pour moi, c'est énorme. Et surtout, c'est à 3 fois plus que l'heure hebdomadaire qui est consacrée sur le temps scolaire à l'apprentissage des langues. Ce qui fait que c'est difficile de dire je vais apprendre mieux en regardant une série télé qu'en allant en cours. Parce qu'on ne compare pas des choses comparables, on compare des temps d'exposition à la langue qui sont absolument incomparables. Voilà, donc c'était ce que je voulais dire un peu sur ce mythe que je rencontre tous les jours. À peu près. Sur les séries. Et moins sur les films? Il y a moins de mythes sur les films, c'est plus maintenant séries? Oui, c'est plus les séries. Bon, je mets un peu tout dans la même catégorie. Pour moi, film et série en version originale, c'est la même chose. C'est un support vidéo en langue étrangère, disons. D'accord. Ensuite, comment se défaire de cette pression du bilinguisme, du parler comme un natif qui peut décourager un apprenant de langue étrangère? J'ai pas de recette miracle, mais je dirais que j'ai l'impression qu'on s'en défait de plus en plus, notamment pour l'anglais, puisqu'on a tendance à de plus en plus communiquer en anglais, l'important étant de se faire comprendre et pas d'avoir forcément un anglais absolument parfait. Même si je pense qu'il faut enlever cette pression sur les apprenants d'un parler absolument parfait, d'une maîtrise de la langue étrangère absolument parfaite, je pense qu'il faut quand même garder l'objectif d'une langue correcte au maximum. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'enfiler des mots pour se faire comprendre. Il faut aussi, je pense, faire l'effort de se mettre dans la culture de l'autre, c'est-à-dire dans la manière dont les choses sont pensées en langue étrangère. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile. Moi, par exemple, aux États-Unis, c'est difficile parce que pour moi, il y a beaucoup de choses au niveau culturel que je ne comprends pas aux États-Unis. Et ça, c'est vraiment un frein pour moi dans mon anglais. L'aspect culturel. L'aspect culturel fait complètement partie des apprentissages pragmatiques de la langue, de savoir quoi dire au bon moment, pourquoi, à quelle personne. Exactement. C'est tout ça, ça fait partie de l'apprentissage des langues aussi. Oui, parce que moi, par exemple, j'ai appris l'espagnol beaucoup plus tard. J'ai appris l'espagnol à 28 ans quand je suis arrivée au Mexique. Je ne parlais pas un mot. Et je parle vraiment, je parle très, très bien l'espagnol, beaucoup mieux que l'anglais, parce que je comprends beaucoup plus les codes culturels. Je les accepte aussi beaucoup plus, les codes culturels au Mexique, en comparaison avec les États-Unis. Ça, c'est incroyable. C'est intéressant. Oui. Vous parlez d'obstacles cognitifs dans l'apprentissage d'une langue. Pourriez-vous donner une définition de l'adjectif cognitif et quels sont ces obstacles dont vous parlez dans le livre? Il ne me semble pas que j'ai parlé exactement d'obstacles cognitifs. Je pense que j'ai plutôt parlé de processus cognitifs. D'accord. Et de mise en œuvre parfois difficile de ces processus cognitifs. D'accord. En psychologie cognitive, on reconnaît 2 types de processus cognitifs pour apprendre une langue étrangère. Des processus cognitifs qu'on va appeler de bas niveau, qui sont de l'ordre, pour vous donner des exemples concrets, de la segmentation du flux sonore, du décodage, de la reconnaissance de la frontière entre les mots, c'est-à-dire ces processus cognitifs de bas niveau sont de l'ordre de la manipulation directe du langage. On reconnaît un deuxième type de processus cognitif qu'on va appeler des processus cognitifs plutôt de haut niveau et qui réfèrent plutôt à des processus stratégiques, c'est-à-dire
à la régulation de la tâche, ce que vous avez fait quand vous avez regardé les séries télé, vous avez fait des pauses, vous êtes arrêté, vous avez régulé votre tâche de compréhension. Et donc, on voit bien qu'on a 2 types de processus cognitifs qui relèvent, disons, de 2 mécanismes différents. On appelle ça de bas et de haut niveau, mais ça n'a aucune connotation, disons, qui trahirait un jugement de valeur. C'est seulement une appellation. Enfin, on va dire ça comme ça ici. Et donc, si vous voulez, on remarque que les apprenants qui sont compétents dans la langue étrangère, ils sont capables de mettre en œuvre beaucoup de processus de haut niveau, c'est-à-dire beaucoup de stratégies. Ils vérifient beaucoup leurs hypothèses en temps réel dans une tâche de compréhension. Ils établissent beaucoup de relations entre ce qu'ils perçoivent et ce qu'ils savent. Donc ça, c'est des processus qu'on va appeler de haut niveau. Les apprenants débutants ont du mal à mettre en œuvre des processus de bas niveau, c'est-à-dire segmenter le flux sonore, reconnaître les mots, manipuler directement le langage. Qu'est-ce que vous voulez dire par segmenter le flux sonore? Décoder la langue dans une tâche de compréhension, par exemple, dans une tâche de compréhension de l'oral. Reconnaître les mots, c'est décoder le flux sonore. D'accord. Reconnaître les frontières entre les mots, c'est-à-dire, tiens, j'ai entendu un mot, est-ce que j'en ai entendu 2 ? Vous voyez, ça, c'est des choses qui relèvent de processus de segmentation de bas niveau qui ne sont pas en place chez les apprenants débutants. D'accord. Oui. Quand on est avec des apprenants adultes, ils sont tout à fait capables de mettre en œuvre des stratégies de compréhension. Tiens, le document va parler de ça parce que le titre, c'est ça, etc. En revanche, ils peuvent avoir, quand ils sont débutants, du mal à segmenter le flux sonore. Vous voyez ? Et donc, l'idée, c'est de se dire que, par exemple, en compréhension, mais c'est valable en compréhension de l'écrit et en compréhension de l'oral, il faut toujours articuler les processus cognitifs de haut niveau et de bas niveau. Ce dont on s'aperçoit, c'est que quand on est en début d'apprentissage, les processus cognitifs de bas niveau, ils sont peu automatisés, donc ils sont très gourmands en ressources cognitives. Donc, on passe beaucoup de temps à essayer de décoder. Et ça nous empêche de mettre en œuvre des stratégies de haut niveau. Vous voyez ? Alors que chez les apprenants qui sont autonomes et qui sont déjà compétents, ils peuvent très bien mettre en œuvre des stratégies de haut niveau parce que leurs ressources cognitives ne sont pas grignotées par la mise en œuvre de processus de bas niveau. Donc, c'est vrai que dans l'ouvrage, j'explique ce genre de choses, je pense, et quand je parle d'obstacles au processus cognitif, ce n'est pas quelque chose qui est rédhibitoire, c'est quelque chose qui est lié en fait, au stade d'apprentissage où on est, finalement. Oui. Voilà. Et les stratégies de haut niveau, elles peuvent venir compenser parfois le manque d'automatisation des processus de bas niveau. Mais si les processus de bas niveau sont très faiblement automatisés, parfois on met en place des stratégies qui tournent un peu à vide, vous voyez, parce qu'on n'a pas de matériaux sur lesquels on peut exercer ces stratégies. Et pour les auditeurs, est-ce que vous pourriez donner une définition de l'adjectif cognitif? Parce que peut-être que certaines personnes ne comprendront pas. Cognitif, c'est qui a trait aux connaissances, en fait. Ouais. Et c'est une personne, en fait, qui doit s'adapter c'est l'adaptation aussi. Non, mais la cognition, c'est simplement la manière dont... Ça vient du verbe connaître, en fait. Donc, c'est simplement la manière dont on accède à la connaissance, donc la manière dont on apprend, en fait. D'accord. La compréhension... Si vous voulez, on peut dire processus d'apprentissage, peut-être. Processus d'apprentissage, ok. La compréhension orale est difficile pour les apprenants de français langue étrangère. Quels conseils pourriez-vous donner aux élèves de niveau débutant, intermédiaire et avancé pour améliorer leur compréhension orale? Écouter des documents sonores régulièrement, ça de toute façon, donc s'exposer de manière régulière, mais aussi, alors c'est peut-être un conseil que je vais plutôt donner aux enseignants plutôt qu'aux apprenants. Les enseignants doivent absolument, à mon avis, entraîner l'automatisation des processus de bas niveau, c'est-à-dire entraîner le traitement du flux sonore chez les apprenants. On a tous, j'en me mets dans l'eau, en tant qu'enseignant, fait écouter un document sonore aux étudiants ou aux élèves et dire alors qu'est-ce que vous avez compris? Quand on fait ça, on n'a rien entraîné du tout. Ouais. Donc, ma recommandation aux enseignants et aussi aux apprenants, c'est de commencer par faire des exercices ou par proposer des exercices aux apprenants qui sont de l'ordre de la reconnaissance des mots, du travail syntaxique aussi. Est-ce que tu peux repérer le couple sujet-verbe dans cette phrase, par exemple?
Est-ce que tu peux essayer de me dire combien de fois tu as entendu le mot, alors je vais dire en allemand und, mais en anglais hand dans cette phrase? Seulement si tu repères, est-ce que tu repères les connecteurs logiques? D'accord. De Ouais. faire des exercices de manipulation du flux sonore, juste pour se repérer dans le flux sonore et d'automatiser ce repérage-là. Est-ce que tu peux repérer dans l'extrait que je te fais écouter tous les noms propres? Mhm. Vous voyez, de proposer des exercices qui ne soient pas de l'ordre du test de la compréhension, mais plutôt de l'ordre du repérage et du traitement dans le flux sonore, de petites unités. Ouais. Et de progresser comme ça lentement, en incrémentant des unités, disons, de plus en plus grandes. Donc, on peut passer du mot, de la syllabe, du mot à la phrase, et ensuite de décoder le sens. C'est intéressant. Parce que c'est vrai que parfois, on a tendance, les professeurs, à proposer des questions trop générales et on les perd complètement. Ah oui, de toute façon, non, mais parce que la compréhension de l'oral, c'est une compétence qui est très difficile à entraîner. Mais pourquoi c'est difficile à entraîner? Parce que c'est lié à la nature de l'information orale, qui est une information transitoire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'attraper. Quand vous avez un texte, vous pouvez revenir en arrière, vous pouvez relire. Ce n'est pas le cas en compréhension orale. Alors maintenant, avec les outils numériques, c'est de moins en moins vrai, puisque comme vous avez fait, vous, pour votre série télé, vous êtes revenu en arrière, vous avez réécouté, vous dites, tiens, je ne comprends pas, je recommence. Donc les outils numériques permettent de mettre en place des stratégies de régulation de sa tâche qui sont peut-être moins angoissantes pour les apprenants. Donc, une recommandation aussi, c'est toujours de permettre à l'apprenant d'avoir la main sur le fichier son. Oui, d'accord. Vous posez une question, voilà, je te pose une question, mais toi, tu as le droit de réécouter, d'aller voir où est-ce que tu vas trouver la réponse. C'est pas one shot. Je te fais écouter une fois, là, tu me donnes la réponse, sinon tu vas être puni. Là, c'est vrai que c'est comme la compréhension orale est déjà une compétence très angoissante à maîtriser. Bon, il faut pouvoir donner le contrôle à l'apprenant sur le flux sonore. D'accord. Voilà. Et ensuite, deuxième recommandation, c'est d'articuler des exercices comme ça de manipulation directe du flux sonore et des exercices de compréhension plus stratégiques, c'est-à-dire l'un n'empêche pas l'autre. Aimer des hypothèses, puisque tu sais que ça va parler de ça, à ton avis, qu'est-ce que tu vas entendre dedans? Et alors, qu'est-ce que tu vas entendre sur le plan du contenu? Quelles sont les idées que tu vas entendre? Mais aussi, quelles sont les expressions que tu connais et que peut-être tu vas entendre puisque c'est en rapport avec tel sujet? Mobiliser, vous voyez, faire descendre en mémoire de travail les connaissances qui sont en mémoire à long terme. C'est intéressant parce que, par exemple, moi, quand je fais mes courses, il y a des expressions, par exemple, à la caisse. Je sais que je ne vais pas tout comprendre parfois parce qu'elles peuvent parler très, très vite, mais avec le contexte, avec l'hypothèse, en fait, je vais savoir ce qu'elle va me dire. Je ne vais pas comprendre exactement le mot parce qu'avec le masque, en plus, c'est encore plus difficile, mais je sais, par rapport au contexte, ce qu'elle me demande. Oui, bien sûr. Donc, exploiter le contexte, exploiter les indices extralinguistiques. Par exemple, imaginons qu'on soit dans un aéroport et que ce soit un dialogue entre deux personnes. Dans un aéroport, on entend des choses, on entend des annonces. Donc, on peut déduire qu'on est dans un aéroport, voire dans une gare ou dans un endroit comme ça où les gens voyagent. Donc, on peut peut-être essayer de se dire que c'est des gens qui attendent un train, un avion, ou qui descendent d'un train, d'un avion. Vous voyez, on peut tirer des fils comme ça de choses qu'on va peut-être essayer de comprendre. Est-ce qu'il va être question du voyage? Donc, il y a des choses qu'on peut anticiper. Et ensuite, on peut leur proposer de vérifier les hypothèses qu'ils ont élaborées, de discuter entre eux aussi quelles sont les hypothèses que toi, tu as élaborées quand ils sont plusieurs en cours. Moi, ce que je vois parfois avec mes élèves avec la compréhension orale, c'est qu'ils veulent tout comprendre. Et je leur dis, mais vous n'avez pas besoin de tout comprendre. C'est pas grave. C'est pas parce que dans une phrase avec 20 mots, vous avez compris peut-être 15. Ce qui est important, c'est le contexte de la phrase en général. C'est pas tous les mots. Oui. Très bonne approche. Ensuite, commencer à apprendre une langue étrangère, une deuxième langue en autonomie, sans cours de langue, sans professeur à l'âge adulte, est-il recommandé? Si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi? C'est difficile de dire oui ou non. Bon, il y a beaucoup de travaux qui montrent que l'apprentissage, ça dépend beaucoup de la motivation. Vous avez des gens qui ont une motivation intrinsèque, c'est-à-dire qui ont des buts de maîtrise, qui veulent absolument, pour des raisons qui nous échappent, mais maîtriser telle ou telle compétence.
Donc là, c'est des personnes qui sont vraiment très motivées, qui vont mobiliser énormément de ressources pour atteindre leurs objectifs. Et puis, la plupart d'entre nous, on a besoin de motivation qu'on appelle extrinsèque. Je pense aux apprenants surtout, hein, la motivation de la note, de faire plaisir aux parents ou d'avoir une certaine position par rapport à leur père ou par rapport à l'extérieur, leur père PAIRS, hein, par rapport à l'extérieur. Donc, ces deux types de motivation-là. Donc, franchement, j'ai aucune idée de la réponse que je peux vous donner parce que je pense qu'il y a des différences interindividuelles qui sont trop grandes pour dégager une règle générale. Mais quand on veut apprendre quelque chose dans un domaine nouveau, pour beaucoup de personnes, avoir quelqu'un qui guide l'apprentissage, c'est quand même assez confortable. Oui. Voilà. Moi, je vois, par exemple, il y a beaucoup d'élèves qui ont commencé sur Duolingo et au bout d'un an, voilà, ils me contactent et disent, bah voilà, je stagne, je peux plus. C'est pas assez, c'est pas suffisant. D'accord. Je sais Ce pas qu'il y si a vous... avec l'apprentissage à distance, qui est un peu déshumanisé aussi, il y a beaucoup de taux d'abandon, hein. De toute façon, ça c'est ce qu'on voit aussi sur les formations à distance, hein. Les études montrent que des formations qui sont complètement à distance, elles demandent un engagement personnel très fort et qu'il y a beaucoup de personnes qui abandonnent. Vous avez vu le cas, par exemple, avec le coronavirus, quand vous deviez donner des cours à distance et pas en présentiel, il y a eu beaucoup Alors, d'abandon? non, je parle pas de quand c'est des cours par Zoom et qu'il y a une personne derrière D'accord, je vois. un contact humain. Je parle plutôt des cours en ligne, en fait. D'accord, je vois. Voilà, sans professeur, oui, je vois. Oui, D'accord. voilà. La grammaire est la bête noire en général des apprenants. Pensez-vous qu'elle est indispensable dans l'apprentissage d'une langue? Oui. Merci Là, pour le Stéphanie, coup, merci. pour le coup, si vous vous attendiez vous savez, moi, j'ai un peu de mal avec les positions dogmatiques. Il faut avoir une approche actionnelle, il faut avoir une approche communicative, il faut faire de la grammaire-traduction. Tout ça, pour moi, c'est des histoires de méthodologie où on a renvoyé dos à dos l'apprentissage d'une langue étrangère comme si c'était une langue maternelle et l'apprentissage d'une langue étrangère comme si c'était surtout pas la langue maternelle mais vraiment plutôt un objet qu'il fallait apprendre comme les maths. Vous voyez, et on a toujours opposé ces deux choses. Le problème avec une langue étrangère, c'est que c'est un peu les deux. C'est que ça a un statut un peu flou. C'est à la fois c'est un objet qu'on ne peut pas apprendre par simple immersion comme la langue maternelle, puisque souvent on le découvre à l'âge adulte. Et en même temps, c'est pourtant quelque chose qui est complètement vivant, qui est parlé, et donc qui a des traits de la langue maternelle qu'on a appris par simple immersion. Donc, je ne sais pas si vous voyez cette dichotomie, et c'est ça qui rend l'apprentissage d'une langue un peu spécial. Vous voyez? Oui. Et comme l'apprentissage des langues, pour moi, c'est un peu les deux. C'est-à-dire c'est à la fois ce qu'on va appeler en psychologie cognitive une connaissance secondaire, maths, écriture, lecture, qu'on ne peut pas apprendre dans son milieu. Vous voyez, on n'apprend pas les mathématiques avec ses parents, dans son milieu, en vivant tous les jours. Mais on apprend sa langue maternelle, donc là, on la qualifierait de connaissance primaire, on l'apprend dans son milieu. Eh bien, pour moi, une langue étrangère apprise à l'âge adulte, c'est plutôt à classer du côté des connaissances secondaires. Une langue seconde apprise en immersion parce que vous avez migré dans un pays ou parce que bon, ça sera plutôt un peu comme une connaissance primaire. Et quand on est en classe, on utilise les deux leviers. C'est-à-dire que vous allez faire des simulations de scènes de tous les jours. Tiens, tu vas là, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu dis? Et en même temps, parfois, vous allez dire, bon, alors pour faire un passif, il faudrait quand même que tu essayes de... Vous voyez? Et donc, même dans une séance de classe en 2021, on oscille entre comment je considère la langue étrangère, est-ce que je la considère comme quelque chose qui puisse apprendre en immersion ou est-ce que je la considère comme un objet que je vais essayer d'apprendre avec de la distance. Vous voyez ? Et pour moi, c'est ça qui rend l'apprentissage de la langue étrangère si spécial, c'est cette oscillation entre les deux. Et une langue étrangère, on pourra toujours dire ce qu'on veut, on peut toujours essayer de l'apprendre purement par immersion. Il y a des moments où on est obligé quand même de la considérer comme un objet qu'on doit regarder avec du recul et on doit essayer quand même de comprendre comment ça fonctionne. Donc, pour moi, il faut un peu de tous ces ingrédients-là dans un cours de langue.
Je vous rejoins. Quand je suis arrivée au Mexique, donc je ne parlais pas du tout un mot d'espagnol. Et moi, ça a vraiment fonctionné pour moi, l'immersion. Mais eux, ils utilisent le passé simple. Et donc, le passé simple, comme en français, il est vraiment irrégulier. Et je me rappelle entre mes cours, parce que j'enseignais le français dans une université, entre les cours, j'étais sur Internet et je faisais mes petits exercices de grammaire, de conjugaison, parce que c'était difficile, en fait. J'avais besoin de Mais, ça. mais vous savez, je crois que beaucoup de personnes en situation de migration ont des stratégies cognitives euh, d'apprentissage conscient pour aller vérifier certaines choses. Vous voyez, soit ils demandent, bah tiens, toi, tu dis ça comme ça, bah allez, corrige-moi parce que je sais pas. Et puis est-ce que tu connais la règle, hein, quand on a un natif à portée de main qui connaît souvent pas la règle. Soit ils vont vérifier dans des ouvrages, soit ils posent des questions à leur entourage, soit ils prennent des cours, soit ils font comme vous, ils vont vérifier des exercices de conjugaison. Moi, je crois que l'immersion pure, complètement pure de quelqu'un qui s'est jamais intéressé en tant qu'objet à la langue qu'il apprenait, à mon avis, c'est rare, sauf chez les enfants. Oui, sauf chez les enfants. Et encore, voilà. Et alors, pour la langue maternelle, ce qui est rigolo un peu, c'est qu'on fait le chemin inverse. C'est-à-dire qu'en langue étrangère, on l'apprend d'abord par immersion, puis après, vous arrivez à l'école en CE2, on vous dit, alors, tu vas repérer le verbe, le sujet, puis tu vas chercher le complément, puis tu vas nous dire un peu comment ça s'accorde, etc. Donc, les enfants, en fait, ils savent employer le subjonctif avant d'avoir compris ce que c'était le subjonctif de manière intellectuelle. Quand on est un adulte, on fait le cheminement inverse, pratiquement. On commence par essayer de comprendre comment la langue fonctionne avant d'essayer de l'utiliser. Ah, c'est intéressant. J'avais jamais pensé à ça. Oui. Donc ça, c'est pas moi qui dis, je vais rendre à César ce qui est à César. Hein, c'est Vygotsky, c'est des théoriciens de l'apprentissage de la langue maternelle et de la langue seconde. Hein. D'accord. On a constaté qu'on avait le cheminement inverse quand on apprend sa langue maternelle et quand on apprend sa langue seconde. Et vous, en allemand, c'est une langue maternelle? Moi, personnellement, Oui. Non, c'est une langue seconde. C'est une langue seconde. J'ai vécu aussi en Allemagne et en Autriche, D'accord. Mais je l'ai apprise à l'adolescence. D'accord. Et pourquoi vous avez choisi l'allemand après dans votre carrière? Ah, dans ma carrière? Oui. La culture, l'histoire du pays, la rigueur de la langue, les gens. Moi, j'avais appris l'allemand au collège, donc en LV2, et j'avais beaucoup aimé la grammaire. La grammaire allemande, je la trouve fascinante. C'est pour ça, demander à une germaniste si la grammaire c'est important, c'est une question qui était courue d'avance en fait. Exactement. Ensuite, l'avant-dernière question. La plupart de mes élèves sont américains et en général ont plus de difficultés que les apprenants d'autres pays. Y aurait-il une explication à cela? Je ne suis pas capable de répondre à cette question. Non. J'ai quand même une idée que je vais partager avec vous, puis vous en ferez ce que vous voudrez. Hein. Oui. J'ai la prétention de... en fait, on se fait la même réflexion à propos des Français. On se dit, mais ils sont nuls en langue, les Français. Vous voyez? Et là, vous dites, les Américains sont nuls en langue. Et moi, je me dis, le point commun, en fait, entre le français et l'anglais, c'est que finalement, à une époque, on a tous été persuadés que ça suffisait si on parlait le français, vous voyez, ou si on... Et là, ça suffit si on parle l'anglais. Donc, pourquoi faire l'effort, puisque nos langues sont des langues qui, alors pour le français, ont été, et pour l'anglais, est largement dominante. Pourquoi faire l'effort, finalement, de s'intéresser à l'apprentissage d'une autre langue? En français, dans l'ouvrage pour lequel vous m'interviewez aujourd'hui, c'est plutôt Daniel Gaonac qui a travaillé d'ailleurs sur ce chapitre et qui parle de monolinguisme d'État en France, qui fait qu'effectivement, c'est peu propice à encourager les Français à maîtriser une deuxième langue. Si vous voulez, on n'est pas dans des États comme la Suisse ou la Belgique où il y a plusieurs langues officielles. Oui. Aux États-Unis, on est un petit peu dans ce cas aussi. Oui. Si je peux faire une hypothèse. Oui, mais c'est vrai. Il y aurait bien sûr, il y a sûrement des facteurs individuels, des facteurs culturels, mais à mon avis, il y a aussi un facteur un peu historique et de tradition qui fait que l'anglais étant une langue dominante, on se demande bien pourquoi on aurait besoin d'apprendre. Et l'exposition aussi. Il y a beaucoup, par exemple, moi j'avais donné des cours de français à l'université, beaucoup d'élèves
n'avais jamais eu de cours de langue étrangère avant mon cours de français à l'université. Oui. Et ça, j'étais Oui, vraiment choquée. Aux États-Unis, il y a beaucoup de collèges ou de lycées, il n'y a pas il n'y a pas de langue. d'apprentissage. Non. Et ça, c'est vraiment quelque chose de choquant pour moi. Bah, ils n'en ont pas besoin. Oui. Ça ne fait pas partie de leurs besoins principaux et de leurs priorités, peut-être, Oui. puisque voilà, bon, c'est bien dommage sur le plan, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire, hein. Mais si on essaie de comprendre la situation, oui, il doit y avoir bien sûr des raisons culturelles, des raisons historiques. Oui. Ensuite, la dernière question. Quels conseils pourriez-vous donner à la majorité des apprenants qui ne vivent pas dans un environnement francophone pour améliorer leur production orale? Alors, en ce moment, il y a quand même une tendance qui se dessine, et nous, on le fait beaucoup à l'université, c'est les tandems interculturels. Mhm. Vous voyez, par exemple, à la faculté de droit, là, je suis assez contente parce qu'on a mis en place une UE, c'est-à-dire une unité d'enseignement dans laquelle les étudiants de troisième année de droit travaillent sur un sujet de droit comparé, donc droit français, droit anglais, avec des étudiants de l'université de Kent ou de Bristol, en Grande-Bretagne. Et donc, pendant tout un semestre, on les met par deux. Il faut qu'ils travaillent sur un sujet. Et à la fin, ils font un exposé sur le sujet qu'on leur a donné à l'oral. Et ils nous rendent aussi un journal de bord écrit sur voilà, ce qu'ils ont fait pendant les séances avec leurs partenaires, de quoi ils ont parlé, comment ils se sont organisés pour travailler. Donc, ça nous permet d'avoir une production aussi écrite. Mais je pense que c'est comme ça qu'on peut travailler sa production orale, c'est-à-dire en ayant des échanges réguliers avec un francophone. Mhm. Et ça, j'invite souvent les élèves à faire ça. Et en gros, le problème, c'est leur manque de temps. Par exemple, un échange, par exemple, pendant 1 heure, je vais parler anglais avec cette personne et pendant 1 heure, la personne va me parler en français. En général, c'est le manque de temps. Oui, j'entends. Alors, si vous ne disposez pas de temps, je n'ai pas de solution pour améliorer la production. C'est ça, en fait, c'est le temps. Oui. Mais bon, pour améliorer la production orale aussi, quand même, il faut beaucoup écouter. D'accord. On ne produit pas ex nihilo. Et quelque chose que je vais rajouter, c'est que pour produire à l'oral de manière originale, il faut s'être approprié des choses. Donc, j'ai lu récemment une étude. Excusez-moi, il y a du bruit, il y a des travaux. Vous n'êtes pas dérangés. J'ai lu récemment une étude sur l'apprentissage par cœur de poésie ou de phrases ou de textes littéraires, par exemple. Je pense qu'une manière d'améliorer sa production orale passe aussi par, alors de l'apprentissage par cœur, pas systématique de 20 pages, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais par l'apprentissage de quelques expressions, de quelques phrases vraiment par cœur qu'on va pouvoir remobiliser à certains moments sans réfléchir, vous voyez, par l'automatisation. Ah, c'est intéressant. Donc, le par cœur a quand même, je me rappelle quand on était en école primaire, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Ah, mais avec moi, vous êtes mal tombé. Non, parce que ça me fait penser à ça. Le par cœur à l'école Je ne crois primaire. pas qu'il y ait de production sans appropriation. Mhm. Je pense que, ce que je dis à mes étudiants, même quand ils sont en production écrite et qu'ils sont devant leur page blanche, ça me semble très difficile de tout réinventer à zéro, toute la syntaxe, vous voyez. Il faut Ouais. bien qu'ils aient des modèles et des choses sur lesquelles s'appuyer avant de pouvoir devenir complètement autonome et d'écrire un essai en allemand de manière complètement autonome. Oui. Je pense qu'un des leviers didactiques, c'est de leur faire lire et étudier plusieurs modèles de textes, de production. Donc, Oui. pour la production orale, à mon avis, c'est la même chose. C'est écouter beaucoup de personnes parler, repérer la manière dont ils s'expriment, les expressions qu'ils emploient, et puis à son tour, essayer de les réutiliser pour les rebricoler ensemble. D'accord. C'est ce que John Sweller, en psychologie cognitive, appelle le principe d'emprunt et de réorganisation des connaissances. On apprend en écoutant ce que les autres disent, en lisant ce qu'ils écrivent et en réorganisant des connaissances qu'on s'est C'est appropriées. ça. Et donc, produire de la connaissance ex nihilo, ça n'existe pas. Mhm. Je le vois, hein. Je le vois avec mes élèves, les élèves qui s'exposent plus, par exemple, qui lisent plus, qui écoutent plus, juste par rapport au vocabulaire. La différence qu'il y a après en cours avec moi, c'est énorme. Entre les élèves qui sont exposés en dehors des cours, qui s'exposent eux-mêmes à la langue française, et les élèves qui ne font absolument rien entre les cours, c'est fou.
Non, mais la lecture, l'apprentissage par cœur, moi j'ai eu encore ce matin l'exemple avec mes étudiants, je leur avais donné 4 textes juridiques. Là, je leur ai demandé de me rappeler à l'oral les cas de ces textes, donc qui avaient été condamnés, quand, comment, la date du procès, ce qui s'était passé. J'avais un élève, il avait appris le texte par cœur. Il n'a pas réussi à me restituer le texte par cœur, Oui, mais sa production orale, elle était bien plus élaborée que celle de ceux qui avaient simplement lu et qui essayaient de reformuler des phrases sur leurs souvenirs ou par rapport à une liste de vocabulaire. oui, Il s'est forcé à essayer d'aller vers le modèle. oui, Alors évidemment, on n'est pas là pour former des gens qui font qu'aller vers des modèles. C'est pas notre rôle, c'est un peu décevant parce qu'on aimerait qu'ils aient de la créativité. Mais enfin, moi, la créativité, je pense qu'on ne peut pas l'avoir tant qu'on ne s'est pas approprier des choses, oui, tant qu'on n'a pas une matière pour créer. oui. Vous n'allez pas faire de tableau sans peinture et sans couleur. Mhm. Voilà, c'est un peu ça mon idée. Oui, j'avais une élève de niveau avancé et elle, en fait, elle regardait par exemple une vidéo où elle lisait un article et en fait, ensuite, en cours, elle me le résumait. Et ça, je trouvais ça incroyable. C'était vraiment au niveau du vocabulaire, de la compréhension, c'est un très, très bon exercice. Oui, voilà, c'était elle qui avait décidé Oui, d'aller lire un article qui l'intéressait et de venir vous le raconter. Et vous aviez, vous, une matière pour travailler sur ce exactement. Après, sujet. de ça, on pouvait ensuite débattre ou faire quelque chose avec ça. Donc, c'était vraiment, c'est un bon exercice. Oui, très bien. Merci beaucoup, Stéphanie, pour votre temps et pour cette Rien, interview. avec plaisir, bonne continuation et donc bon courage à tous vos élèves qui apprennent le français. Merci beaucoup, Stéphanie. Au revoir.